Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va faire un petit point macro avec différents éléments, indices. Et ici on voit le 10 ans américain, l'obligataire à 10 ans. US, parce que ça continue de nous intéresser bien entendu. Alors, vendredi, on a eu une séance un petit peu intéressante, pas un petit peu, beaucoup intéressante. J'ai passé la semaine à galérer, en fait, à être toujours très positif pendant les journées et sur les fins de journée complètement me faire ratiboiser. Et vendredi n'a pas dérogé à la règle. Et globalement, le vendredi que nous avons vécu est très similaire au vendredi de la semaine dernière où il y avait eu Jackson Hole. Et on voit un marché derrière qui fonctionne de manière très algorithmique. Alors, il y avait Jackson Hole la semaine dernière pour l'expliquer. Cette semaine, il semble que ce soit le fait qu'on ait trouvé une nouvelle fuite dans Nord Stream 1. Euh, le temps que prendra la réparation de cette fuite sera dépendante, bien entendu, de la pression que Moscou veut mettre un petit peu sur les Européens. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On utilise Nord Stream 1 comme un appareil tout simplement de pression. L'escalade se fait par là. On sent très bien qu'on est toujours dans cette guerre de position, qu'il y a les contre-attaques ukrainiennes qui se font également. Donc, tout simplement, on voit mal comment la Russie pourrait gagner la guerre, entre guillemets. Ils auront toujours une porte de sortie, etc. Et ensuite, voilà, on est en train de pousser tout le monde, et surtout les Européens, à se mettre devant le fait accompli pour cet hiver, et c'est pas Jojo. Donc il faut voir jusqu'où tout le monde est prêt à aller, les Américains, les Européens et la Russie. Sachant que voilà, la stratégie est toujours la même, c'est un petit peu qui c'est qui va craquer en premier. Euh, les Américains, ils sont toujours dans le bon rôle parce que bah, eux, ils peuvent mettre la pression, ils peuvent mettre de l'huile sur le feu globalement. Ça ne va pas les gêner, ils sont indépendants énergétiquement. Ça leur permet d'attirer les flux, mais toujours est-il, voilà, il ne faut pas non plus trop abuser, parce que déglinguer les pays émergents, déglinguer l'Europe, c'est déglinguer des alliés, et éventuellement également la déflation asiatique, la déflation chinoise, qui pourrait advenir par les différentes contraintes qu'ils ont économiquement parlant. À moyen terme, quand même, il faut s'en préoccuper. Et au-delà de cela, en Europe, évidemment, on va bien sentir, pour l'instant, on voit que les gouvernements protègent, les taux sont en train de monter, donc il y a un moment donné ou un autre, évidemment, où on ne pourra plus protéger la population qui se retournera contre les politiques, quelques tensions sociales, et éventuellement, la stratégie, on le pense, hein, de la Russie, c'est de pousser un petit peu le populisme et de faire craqueler un petit peu l'union, entre guillemets, européenne. Donc, euh, tout cela, évidemment, ça prend du temps, et il faut pousser un petit peu le tout. Et la Russie, bien entendu, pour l'instant, ben, continue. Alors ça y est, ça fait la une des journaux, j'ai vu que ça y est, la Russie est blindée de pognon. Oui, mais d'accord, c'est pas nouveau. Il n'empêche que les sanctions leur font du mal, et il n'empêche que ça ne sera pas suffisant, parce que eux aussi, ils doivent quand même réfléchir un petit peu plus loin que le bout de leur nez, dans le sens où à ce stade-là, vous n'avez toujours pas la possibilité. Alors pour le pétrole, c'est une chose, hein, on sait très bien que les Russes vendent leur pétrole aux Indiens, aux Chinois, etc. Et puis qu'ils se firent au fourguer aux Européens d'une manière ou d'une autre. Euh, mais pour le gaz, c'est un autre souci, puisque jusqu'à présent, on avait surtout Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui étaient construits. Mais vous avez pas de pipeline comme ça, et ça ne se construit pas du jour au lendemain, notamment vers l'Asie. Donc ça prendra encore des années. Donc pendant ce laps de temps, vous avez besoin d'une transition. Donc c'est-à-dire que la Russie également, elle peut pas jouer un petit peu en mode je coupe le gaz, parce que d'une part ils ont besoin de ces revenus, c'est les seuls revenus qu'ils ont, et c'est également très clairement leur arme diplomatique. Donc je pense que j'ai été très surpris de la réaction, si tant est que ce soit réellement la vraie raison de la baisse de vendredi. On va y revenir. Mais pour moi, je suis assez surpris, surtout sur les marchés américains, parce que sur les marchés européens c'est une chose, mais sur les marchés américains c'en est une autre, qu'on ait cette grosse réaction sur le fait que voilà, on a encore découvert une fuite sur le pipeline et qu'on est obligé d'arrêter les flux. On sait très bien que les Européens ont plus ou moins rempli leur stock à 80%. On sait très bien que c'est pas nécessairement suffisant pour passer l'hiver, bien entendu. Donc voilà, on est un petit peu dans ces deux-là. La Russie ne peut globalement pas couper les vivres
et ne peut pas pousser non plus à un point de non-retour, parce qu'ils ont quand même besoin des Européens, et c'est quand même une porte de sortie si à un moment donné on fait une espèce de compromis en mode, voilà, on prend qu'un petit morceau de l'Ukraine, on les laisse rejoindre l'Europe, et on essaye voilà, de se rabibocher et pendant quelques années de continuer de vendre un petit peu de gaz aux Européens et politiquement et on essaye de pas trop en parler pour que ça fasse pas la une des journaux globalement et on réduit peut-être quelques sanctions. Euh, mais voilà, il y a un moment donné où il faut bien comprendre qu'on reste dans un monde globalisé, même si l'Europe est dépendante et continuera de l'être, même à moindre échelle, mais je veux dire, on remplace une dépendance par une autre. Même, je veux dire, si on va sur de l'énergie renouvelable, on remplace une dépendance par une autre, ça ne change rien. Euh, et c'est ça les problématiques aujourd'hui. C'est bien comprendre qu'il y a l'enjeu de la guerre là, à court terme, ce qui va se passer, jouer le fait qu'on arrive sur l'hiver. La pression, l'arme, la vraie arme, c'est pas l'armée, c'est l'énergie, c'est notamment le gaz. Et on va jouer comme ça jusqu'au bout, et c'est l'arme de négociation. Et pour moi, on pousse de toute façon vers une négociation, et je pense qu'on est plus proche. Alors, après, c'est toujours pareil, il faut bien se rendre compte que c'est un conflit qui risque de durer pendant très longtemps. C'est juste ce conflit-là risque un petit peu d'être poussé vers des compromis. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, on le sait très bien, et tout le monde un petit peu manie évidemment les différentes armes, et bien entendu c'est l'Europe qui est un petit peu en sandwich. Mais au-delà de cela, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est que la semaine dernière, Powell nous a bien expliqué que en gros, euh, même si on allait tendre vers la récession, etc., ils allaient continuer de resserrer. Bon, c'est toujours la même chose, hein, jusqu'à ce qu'ils cassent un truc, de toute façon, ils réagiront pas en mode panique, ils vont pas réagir en mode préventif, ils vont réagir en mode réactif. Donc on le sait très bien. Et on le voit, l'économie US, alors les stats qui sont sortis, et ça c'est toujours intéressant, les stats qui sont sortis, donc chômage vendredi, jusqu'à présent, toutes les stats qui sont sorties nous ont démontré que quand même l'économie est quand même résiliente, hein. Donc ça commence un petit peu à tirer la langue, bien entendu, mais c'est résilient, ça veut dire quoi que c'est résilient? Ça veut dire que ça finira en effet par ralentir, mais ça va le faire de manière lente et peut-être crescendo, mais plus tard. Donc tout ça, c'est du temps qui est laissé à la Fed pour continuer de resserrer, et donc globalement, les marchés se disent, mince, j'avais anticipé que potentiellement septembre, ça allait être la dernière hausse, et on allait commencer à nous expliquer qu'en gros, on allait faire une pause, et potentiellement, on va se taper septembre, et on va se taper novembre. Et la pause, on parlera plus tard. Moi, je pars toujours du principe que y a énormément de choses que la Banque centrale, la Fed ne peut pas dire, justement, parce que le fait qu'on ait eu la hausse là, cet été sur les marchés, ça lui permet de se dire qu'il y a toujours les liquidités, bref, qu'il y a toujours ce tampon qui est possible pour qu'elle continue de resserrer. Et donc elle va continuer de resserrer et elle va utiliser cela pour essayer de juguler l'inflation. Mais toujours la même chose, la problématique de l'inflation, c'est surtout une problématique politique, c'est surtout une problématique étatique avec toutes les aides qui continuent d'exister. Et c'est ça aujourd'hui qui continue d'être inflationniste où on ne réduit pas la consommation in fine. Mais toujours est-il que on commence de toute façon à voir arriver un certain nombre de stats qui démontrent qu'on commence un petit peu à faiblir. C'est juste que on faiblit petit à petit et c'est pas une chute abrupte. Donc c'est ça globalement aussi que les marchés price dans le fait que les banques centrales vont continuer de resserrer. La Banque Centrale Européenne, elle va resserrer, alors beaucoup parlent de 0,75, ça paraît, c'est très important, ça fera la une, bien entendu, mais à un moment donné, il faut sauver le soldat euro, et on n'a pas trop le choix, parce que de ce soldat euro dépend évidemment l'inflation, d'une part, et notamment l'inflation importée énergétique. Donc on est obligé. Donc c'est pour ça aussi où on en revient à l'autre point, c'est que la Banque Centrale Américaine, et les Américains également, à un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'ils arrêtent de taper, non seulement pour eux, mais surtout pour les autres, et donc pour eux-mêmes, in fine, parce que ça va commencer à casser des trucs, peut-être pas chez eux tout de suite, mais chez les autres. Donc on peut pas trop taper quand même sur les pays émergents, on peut pas trop taper non plus
sur l'Europe. Donc il faut un petit peu deux poids deux mesures et faire attention un petit peu à ça. Donc je pense que voilà, on sent bien qu'au niveau des marchés, on est très tendu et on est au point de tension un petit peu maximum, etc. Mais j'aurais tendance à penser que justement, on est en train de tendre un petit peu vers la fin. Alors peut-être pas la fin du conflit, mais potentiellement, à un moment donné, un petit peu de désescalade. Alors chacun voudra un petit peu garder la face, bien entendu, donc ça ne sera pas dit comme ça, mais en arrière-boutique, on devrait avoir un petit peu des baisses de tension. C'était ce qu'on avait eu sur cette semaine, globalement, ce qu'on pouvait ressentir déjà. Et puis donc on a remis un petit peu d'huile sur le feu avec une Nord Stream 1. Bon, c'est toujours pareil, ils reprendront, mais ils vont petit à petit, ils continuent de réduire. Euh, et voilà, donc voilà un petit peu où on en est. Donc pour vendredi, globalement, on a eu les stades du chômage. Stade du chômage, donc le chômage remonte un petit peu de 3,5 à 3,7. On a eu des nouvelles créations d'emplois, elles sont sorties à 315 000, elles étaient attendues à 318 000, alors c'est intéressant parce qu'elles étaient attendues, le consensus était à 300 000, et puis un jour avant il est passé à 318 000, donc ça veut dire qu'on est un petit peu en dessous, mais bon c'est pas ça qui est vraiment important, ce qui est important c'est de voir qu'on a les salaires qui réduisent leur hausse, donc ça c'est le point le plus important, et ce qui est pour moi le plus important c'est que voilà, on valide bien le fait que le marché commence un petit peu à ralentir, mais reste puissant. Donc en gros, la séance de vendredi, elle a résumé un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était tellement tendu que sur ce chiffre-là qui est tombé, que finalement quand il est tombé moins bon qu'attendu, ou on va dire en ligne, parce que c'est plus en ligne, ça a créé un soulagement du marché. Mais après, alors il y a eu Nord Stream 1, etc. Mais après, je pense que c'est la réalisation du marché, que ça reste quand même très puissant, et que c'est pas ça qui va faire changer la Fed. Hein. Donc ça reste quand même 300 000 créations d'emplois. Certes, on a le chômage un petit peu qui monte, etc. Mais c'est pas bien méchant. Donc c'est pas ça en gros qui va faire baisser l'inflation tout de suite. Donc on reste en effet peut-être sur des niveaux de pic. On parle aux US, en Europe on n'a peut-être pas vu le pic encore, hein, mais aux US on est encore sur des niveaux de pic. Et en gros, oui, on a l'inflation qui baisse un petit peu, mais qui va rester sur des niveaux élevés. Donc en gros, rien qui peut pousser à croire que la Fed va changer son fusil d'épaule. Et donc je pense que le marché se remettra à jouer la pause de la Fed. Hein. Ça va rester l'argument en mode espoir numéro 1, puisque économiquement parlant, les sociétés vont commencer à souffrir, les consommateurs vont un petit peu moins consommer, etc. Bref, à un moment donné, il va y avoir moins d'aide aussi. Donc à partir d'un moment donné, on va commencer à taper sur les profits des sociétés. Et donc le marché va à un moment donné dire, oh mon Dieu, les sociétés commencent à baisser les profits, etc. Mais au-delà de cela, avant que la Fed redevienne accommodante, d'abord, elle décidera de faire une pause. Donc, le marché rejouera à un moment donné cet effet pause, mais cet effet pause pourra être contrecarré, bien entendu, par un autre effet qui est de dire « Ah, maintenant, on commence à avoir peur que les sociétés ne soient pas aussi robustes. » Trimestre dernier, on avait peur que ces sociétés ne soient pas assez robustes, et elles l'ont été, et donc du coup, on a pu jouer vraiment un gros mouvement en mode espoir, qu'en plus de ça, on allait avoir une pause. Paf, on casse un petit peu le rêve de cette pause-là, ou en tout cas on le remet à plus tard. Donc le prochain coup qu'on jouera cet espoir justement de pause de la Fed, ça sera dans un contexte économique beaucoup moins résilient, avec des sociétés qui commenceront à être beaucoup moins résilientes elles aussi, et donc on verra certainement le mouvement haussier qui se mettra en place sera moins puissant que celui qu'on a vécu pendant cet été. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc pour moi, voilà un petit peu, on est toujours avec les mêmes cartes sur la table, globalement, c'est oui, on va avoir de la désinflation, oui, on va vers un ralentissement économique, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, et ça ne se fera pas de manière abrupte, en tout cas pas pour commencer. Donc ça laisse la marge de manœuvre pour les banques centrales de resserrer. La marge de manœuvre pour les banques centrales de resserrer, elle est fine, globalement. Évidemment, ils ne nous le diront pas, mais elle est très fine, qui plus est pour la BCE que pour la Fed. Donc on peut essayer de taper de grands coups, mais in fine, on sait très bien que, très certainement post-midterms, on va plutôt s'occuper de la récession ou du ralentissement économique que de l'inflation. Tout ça
On se l'est déjà dit, globalement, ce qui moi m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que nous dit le marché. Alors regardez, j'ai juste prolongé cette oblique ici, alors il faut l'ajuster un petit peu, mais c'était l'idée. C'était l'idée de jouer ça, c'est-à-dire après avoir joué oh mon Dieu, les taux sont en train d'augmenter, on joue le fait, la pause, la pause, la pause, et puis là, ah ben la pause elle n'est pas pour tout de suite. Mais ce qui moi m'intéressait, c'est qu'on fasse pas un truc, alors peut-être qu'on va le faire plus tard, mais qu'on fasse pas un truc comme ça, quoi. Parce que là, vous avez les taux qui commencent à prendre la tangente en mode exponentiel, et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon, on commence à se faire peur sur des problèmes de liquidité, on commence à se faire peur voilà, quand ça commence à bouger un petit peu trop fort. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est la latéralisation, c'est la temporisation qui pourrait être construite. Et on est en plein dedans. Donc on voit à nouveau dans le doute, tout le monde est re-rentré dans le doute en mode oh mon Dieu, on va s'en prendre une belle, surtout en Europe. Mais pour l'instant, moi ce que je veux voir, c'est ça, c'est au niveau de métaux, on voit qu'on a réagi un petit peu sur la stat inflation, sur la stat chômage, donc en gros on réagit un petit peu, mais on est loin d'avoir retourné le truc, hein. Le moment où on jouera vraiment la peur de la récession et à nouveau une pause de la Fed, c'est quand on sera revenu sur ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est pas fait, c'est pas gagné. Donc pour l'instant, on le voit, on a juste un rebond technique sur l'oblique qui peut éventuellement nous définir un triangle symétrique. Ça serait mon hypothèse de travail. Évidemment, dès la semaine prochaine, on peut le casser par le bas, et donc hypothèse invalidée. Mais si on casse par le bas, ça veut dire vraiment qu'on est en train de valider un petit peu le mode stagflation pour l'Europe, ça c'est sûr, et le mode inflation durable pour les US. Donc c'est ça qu'il va falloir observer, mais ce que l'on voit, c'est qu'on est parti pour une partie de ping-pong et de zigzag qui va encore durer. Et l'arbitre, hein, ben, on en a plusieurs, mais vous avez l'arbitre dollar et vous avez surtout donc l'arbitre Ukraine. Et c'est ça qui va nous intéresser. Au niveau de notre pétrole également, alors est-ce qu'on va rajouter un petit peu les barils de l'Iran et tout ça? Ça, on le verra, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on le voit, on s'était refait un petit coup en mode... Alors, il y a eu le rollover du mois, donc c'est pour ça qu'il faut que je réajuste mes obliques, puisque j'ai les graphiques qui sont ajustés au rollover, donc les obliques en général se font la malle. Et toujours est-il, c'est la même configuration, donc on a eu une tentative de nouvelle poussée ici, et puis là, pouf, donc on se refait peur un petit peu sur les cycliques, on se refait peur un petit peu sur la croissance en mode ralenti. On voit qu'on a fait une poussée également sur la stat et on bloque directement sur l'ancienne résistance ici, médiane, donc, sur la zone des 96. Donc ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est est-ce qu'on va casser par le bas, okay. Et donc si on casse par le bas, ça crée une espèce de soulagement dans le sens où oui, on commence à acter sur le marché qu'on va vers le ralentissement, donc oui, on va recommencer à jouer la pause, mais voilà, le marché peut décider de se dire oh là là, pas si vite cette fois-ci, je joue la pause, mais je sais que ma banque centrale va encore me resserrer les taux, bref. On n'a pas trop de catalyseurs, quoi. Ça pourrait soulager un petit peu les valeurs de croissance, mais taper sur les valeurs cycliques. Voilà, c'est un petit peu léger. Le mieux qu'on puisse envisager, je dirais, c'est de jouer globalement de la temporisation. Même chose donc sur le CAC 40, si on zoome un petit peu sur cette affaire, si j'enlève un petit peu quelques obliques, parce qu'on se cherche un petit peu, mais l'idée elle est là. Bon, j'avais mis différents niveaux, mais l'idée est là, globalement, c'est qu'on a eu une bonne première réaction en mode soulagement. Les futurs du CAC hein, pour lundi. Alors lundi, la bourse américaine est fermée, mais les futurs du CAC sont déjà revenus sur les plus bas, hein, aux alentours des 6000, 6030. Donc on devrait se taper une ouverture dans la zone. Mais ce qui pour moi va être le plus important, c'est que globalement, ça on le sait, que c'était un simple rebond technique. Et potentiellement, on aurait pu jouer la prolongation. Allez, ça pouvait se jouer jusqu'au 6240, mais c'était en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Donc c'était la première idée. Et le fait de rester sous 6240, 6300 points, pour moi, ça ne change pas le public. C'est qu'on a cassé la dynamique de cet été. Donc à moins de revenir rapidement au-dessus des 6250, 6300 points, on a cassé pour moi la dynamique de cet été. Le seul point que je trouvais positif là pour vendredi, c'était qu'on était repassé assez rapidement au-dessus des 6100, 6130. Mais encore faut-il les conserver. Là pour l'instant, vu la tranche des futurs, on ne les conserve pas. Donc c'est ça qu'il va falloir voir maintenant. C'est ok, on fait ça. Mais est-ce qu'on fait ça pour retenter une espèce de construction un petit peu lente qui démontre bien que le marché il n'est pas super serein, mais il a encore des liquidités et ces liquidités-là cherchent à se placer?
ou est-ce qu'on recasse les 6000 points qui pour l'instant vous avez sauvé les miches directement par le bas, et auquel cas il nous reste cette oblique ici qui tourne aux alentours des 5009, et c'est tout quoi. Et après, bon, on rejouera peut-être du rebond technique, mais on nage en plein dans la dégradation. Donc à ce stade-là aussi, je veux dire, en Europe, maintenant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que vous n'avez pas une désescalade au niveau du conflit ukrainien. Ça va rester très compliqué, et le fait d'être repassé sous 6250, 6300, c'est pas jojo, et il faut rester prudent, et pour moi, c'est que du court-termisme, hein, du trading, en attendant mieux. Au niveau du Nasdaq, c'est la même idée. Donc, on s'est fait un petit peu le même coup de la séance de vendredi dernier, c'est-à-dire un bon rebond sur la stat, entre guillemets, en ligne. C'était un petit peu le meilleur des scénarios, parce que si vous avez des stats qui se dégonflent trop rapidement, c'est ok, très bien pour se dire que peut-être la Fed va faire une pause, mais ça veut dire que l'économie est en train de s'effondrer, parce que plus rapidement les stats tombent, et plus on se dit, ouh, ça devient le gouffre, et donc là, derrière, c'est peut-être la peur justement de cet effondrement qui prend le dessus sur la pause de la Fed, en se disant, bah, la Fed a fini par casser un truc, on va se taper un signe noir, etc. Donc voilà, il ne faut pas croire non plus que la pause de la Fed, ça sera magnifique, etc. Potentiellement, si les résultats des sociétés se sont trop dégradés, ou on anticipe qu'ils se dégradent trop et trop rapidement, on va commencer à douter justement que la pause de la Fed soit suffisante. Donc le marché voudra plus qu'une pause, il voudra qu'on relance un petit peu la machine accommodante. Même si en ligne, hein, je veux dire, on est toujours sur des taux réels qui sont négatifs encore aujourd'hui. Il va falloir que l'inflation baisse quand même pas mal avant qu'on revienne à des taux réels positifs, hein. Donc les banques centrales sont accommodantes quand même, puisqu'on reste derrière la courbe, hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc au niveau de notre Nasdaq, voilà, on a connu une séance d'un bon rebond, et puis pouf, patatras, très rapidement, et sans qu'on trouve de la contrepartie, on est revenu donc sur les plus bas. Et on est revenu chercher les 12 030, tac, on servi une nouvelle fois de support. Donc autant dire que, alors lundi ils sont fermés, mais mardi pareil, ça va être costaud, ça va être un petit peu dur. Donc il n'y a rien à se mettre sous la dent en mode un peu plus positif, tant qu'on ne redépassera pas les 12 004, 12 005. Et à contrario, bah, le risque maintenant, c'est d'enfoncer les 12 000, et donc de créer une espèce d'un petit peu panique capitulation. Vers où on peut aller, bah, il y a cette zone des 11 800 points, éventuellement. Et puis après, bah, on recommence à tracer un petit peu les plus bas de juin. Donc moi, là maintenant, si j'avais les 12 000 points, pour moi c'était mon pivot, c'était un petit peu le mode dernier rempart. Les 11 008, on pourra peut-être tenter du rebond, mais ça va devenir très compliqué. Maintenant, tout se retourne à la baisse, donc sans une bonne nouvelle, sans une réaction assez prompte, et je vois pas comment, et revenir au-dessus des 12 004, 12 005, bah, mis à part pour faire du trading, ça va être compliqué sur les tendances. Voilà, je me mets un petit peu en mode très prudent là, parce que cette séance de vendredi, elle casse quand même, elle casse beaucoup de choses, et le moral, pour commencer. On va regarder l'or et l'argent, parce que du coup, c'est un petit peu intéressant, puisque l'or et l'argent, le fait que justement, on ait un petit peu des stats économiques qui sont un petit peu moins bonnes, etc., on a le dollar un petit peu qui a consommé, enfin, qui a baissé un petit peu, on ne parlera même pas de conso encore, la route est encore longue, donc du coup, ça a un petit peu aidé les matières premières, ça a un petit peu aidé l'euro aussi. On verra donc avec la BCE la semaine prochaine aussi, même si on part du principe que ça va être très anticipé, donc ils n'ont pas intérêt à annoncer 0,5, hein, ils ont intérêt à faire 0,75, parce que maintenant, comme tout le monde attend 0,75, faire 0,5, ça serait, je pense, ça serait pas bien vu. Donc au niveau de l'or, là aussi on travaille un petit peu du soutien, et on fait du rebond technique. Il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent pour l'instant sur l'or. Je veux dire, tant qu'on ne redépasse pas les 1750, 1800 $, je ne remets pas sous le couvert un point positif sur l'or. Au niveau de l'argent, c'est la même chose, hein. On va commencer à ajuster les graphiques, mais en gros, vous voyez, on casse un petit peu tout par le bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant d'obliques, je n'ai pas fait le ménage depuis un petit moment, ou c'est mon ancien espace de travail que j'ai pris, et donc il n'y a pas les trucs ajustés. Toujours est-il que voilà, on continue de naviguer dans une tendance baissière. Si là vous lâchez, vous avez la partie panique qui se met en place. Cette partie panique, pour moi, je trouverais qu'elle sera intéressante à acheter pour un investisseur de long terme.
sans suivre de signaux particuliers, mais pour l'instant nous n'y sommes pas. Donc voilà, ce qui va être intéressant maintenant, c'est est-ce qu'on est capable de tenir ce bas de biseau, faire du petit rebond technique, construire un petit peu dans ce sens-là et commencer peut-être à retourner. Ça, évidemment, il faudra patienter. C'est pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite globalement, et il va falloir encore patienter avant d'anticiper ce genre de scénario. Au niveau des matières premières agricoles, au niveau du blé, on voit la plupart des matières premières sont revenues sur leur niveau d'avant la guerre. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la construction à flat qui est en train de se faire, et la capacité de recasser par le haut, et donc de relancer une petite inflation, mais d'une manière plus linéaire. Mais de garder un petit peu les tendances haussières de fond. C'est ça qui va nous intéresser. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour. Même chose sur le cuivre. Hein. On le voit, on avait fait le rebond technique à ce stade-là. Hop, on replonge. Mais pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus la construction. Donc c'est de dire, alors je ne sais pas si on va faire la mèche ici, ou voilà, ou si je peux prolonger, on peut jouer à se faire peur ici. Mais ce qui va plus m'intéresser, voilà, c'est la capacité, en fait, pas de dire je relance la tendance baissière comme ça j'y crois pas, j'y crois rarement. Je suis plus partisan de me dire, voilà, j'ai fait mon rebond technique, je replonge ici, je trouve un soutien dans cette zone-là, je refais un rebond, et après on commence à naviguer dans cette figure. Ça ne veut pas dire que cette figure ne va pas casser par le bas, c'est même probablement le cas, mais le jour où elle casse par le bas, on va un peu plus la délimiter, et le jour où elle casse par le bas, là vous avez vraiment votre côté crise chinoise, déflation, déflation en Asie, stagflation en Europe, et comme le dernier rapport BOFA l'a dit, et derrière récession aux US, mais bon, c'est eux qui s'en tireront le mieux, globalement. Mais voilà, ça serait pas Jojo, mais pour moi, voilà, il faut considérer que ça reste encore dans les cordes de la normalisation et on en a besoin, mais c'est des choses qui durent longtemps. Hein, ça va mettre du temps à se mettre en place, et on en reparlera peut-être qu'en 2024 ou 2025, en arrière-pensée que voilà, c'était de la normalisation par rapport au Covid, mais voilà, il faut bien prendre en considération aussi que quand vous prenez 100% avec le Covid, bah, il faut accepter potentiellement d'en reperdre 50%, et ça reste du retracement. C'est comme tout le monde vous explique, voilà, les niveaux de dette, etc., où il faut voir la création d'actifs qui s'est mis en face aussi. Donc il faut toujours relativiser ce genre de choses-là. Même chose, on parle aujourd'hui éventuellement du ralentissement, etc., mais il faut mettre en face également la croissance qu'on a achetée l'année dernière. Donc en fait, globalement, on revient à la moyenne à ce stade-là, et ce n'est qu'après être revenu à la moyenne qu'on pourra se dire, est-ce qu'on enfonce ou est-ce qu'on reprend, un petit peu comme sur le blé, voilà, des tendances un petit peu plus tranquilles. Mais je pense qu'on a cassé un petit peu, ou on aura cassé plus tard, certainement un petit peu on aura des marchés qui se chercheront pendant un peu plus de temps. Il y aura des tendances qui se feront, qui seront beaucoup plus courtes. Bref, un marché où je pense qu'à nouveau, les profils actifs surperformeront les profils passifs, mode tracker et compagnie. Et ça, c'était déjà l'idée qu'on avait pendant le Covid, hein, mais je pense que petit à petit, on va le pousser. Allez, on va passer aux actions. Je pousse pas sur d'autres choses que je fais au sein de l'académie, mais voilà, on va passer aux actions petit à petit. Je vais pas trop changer la liste. On va juste faire des points. Alors on a Air France qui continue d'être dans une tendance, voilà, qui se construit. Il n'y a pas grand chose à dire, voilà, le pétrole qui baisse, etc. C'est bien, il y a eu pas mal de tourisme. Bien entendu, le quid, c'est le Covid. On voit que les Chinois continuent à faire du zéro Covid, ce qui arrange pas trop leur économie, mais bon, ils sont prêts apparemment à sacrifier ça pour l'idéologie, peu importe. Voilà un petit peu où on en est. Donc pour l'instant, on voit que Air France s'est stoppé ici sur 1,50. Donc pour moi, on va continuer de naviguer plus dans cette zone-là. Évidemment, si ça casse par le bas, c'est pas bon. Ce n'est que si ça casse par le haut et qu'on s'en resserre comme support, que là, on essaye de jouer une poussée supplémentaire vers la zone des 1,70, 1,80, ce genre de choses-là. Air Liquide, alors c'est toujours la même chose, on se retrouve avec, alors c'est une belle valeur, etc. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions là-dessus. Oui, incontestablement, sauf si on commence un petit peu à couper les vivres. Ces sociétés-là vont avoir quand même énormément de mal. Bon, ce qui me plaît moyen, c'est un petit peu ce genre de figure-là. Si là, ça casse, là, la ligne de coup, c'est pas Jojo. Et si ça casse la ligne de coup, ça veut dire qu'on est en train de matérialiser le côté crise énergétique et donc l'impact sur, pas que les particuliers, mais les entreprises.
également qui devront un petit peu revoir leur chaîne de production. Et je pense que ça peut faire mal. Donc là, pour moi, du Air Liquide, etc., c'est pas l'histoire de dire c'est pas cher, etc. C'est graphiquement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien, mis à part faire du rebond technique, etc. Et vous avez rien. La tendance s'est complètement inversée. Et le risque, pour moi, est maintenant supérieur que le potentiel gain, que de se dire j'achète cette zone-là parce que c'est un bon support et je peux gratter. Je veux dire, même si vous avez un rebond qui se met en place, il va bloquer très rapidement sur des résistances. Et il va certainement tergiverser au mieux pendant un certain temps. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est ça, pour moi, le maître mot là en ce moment. C'est est-ce que je rentre en position pour faire du court terme, très bien. Mais si je rentre en position pour faire du moyen long terme avec des configs dans le style Air Liquide comme ça, c'est ok, quel est mon ratio gain-perte? Qu'est-ce que je joue réellement? Et il faut que je me mette des stops en dur pour éviter de conserver, si ça pète par le bas, juste parce que c'est une bonne société. Non, faut faire très attention là. Vous pouvez avoir des regains de volatilité sur le marché protéger votre capital en premier lieu. Alibaba, les actions chinoises, je trouve que ça peut être intéressant. Les Chinois vont pas tarder à annoncer un petit peu leur dernière décision justement pour supporter un petit peu l'économie, mais ils le font un petit peu à la marge. Donc c'est pour ça que c'est pas sûr que les valeurs chinoises quand même performent. Alors il faudrait que le dollar baisse, que les Chinois continuent d'être accommodants plus, dévaluent le yuan, mais c'est pas parti pour. Bref. Pour l'instant, Alibaba est en train de construire une espèce de socle et il faudra casser par le haut ici la zone des 103, 104 pour arrondir, pour commencer à parler de retournement. Pour l'instant, on est toujours là-dedans, dans le ventre mou, on ne sait pas si ça casse par le bas, casse par le haut, ça casse par le bas, en tout cas on déserte et on attendra la suite. Mais bon, une construction de socle, mais avant qu'il y ait une tendance, pour l'instant ça ne prend pas. Amundi fait du rebond technique, très bien, bon. Le désavantage d'analyser le moindre truc, c'est qu'on sait déjà que les futurs sont à moins 1,5, voire de moins 2%. Je ne pense pas qu'il y aura une bonne nouvelle X et Y d'ici lundi matin qui fera qu'on s'en sortira bien. Là, l'idée, c'est qu'en gros, on avait fait des grosses corrections un petit peu sur tout le monde, on a fait le rebond, on aurait pu pousser un petit peu plus loin, mais Nord Stream 1, on décide certainement autrement. Et on va revenir un petit peu sur travailler les plus bas. Et donc là, tout l'enjeu de la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on tient les plus bas de fin de semaine dernière sur lesquels on a nourri des rebonds, où les acheteurs sont déjà trop faibles et on lâche. Et là, on peut partir en capitulation. Donc ça, c'est ça que pour moi, je vais observer, c'est quelle est la force des acheteurs là, dès lundi. Lundi, mardi, ça va être des séances très importantes. Quand on regarde Apple, voilà, on a vu bon rebond pour cet été. Là, on retrace le rebond. Pour l'instant, c'est encore du retracement. Hein. Pour moi, on remet pas tout en cause, mais on détruit quand même un petit peu. Donc là, on a un petit peu détruit. On fait le rebond, on valide la résistance. Donc en gros, sous les 161, il n'y a pas de quoi redevenir un petit peu positif dans la construction, etc. Donc il y a un gros risque de revenir chercher les 150 là, de retenter un rebond, mais voilà, pour l'instant c'est du retracement, il faut mettre ça en perspective de la hausse qu'on a connue sur l'été qui s'est fait très rapidement, et donc c'est normal qu'on manque de contrepartie et qu'on aille creuser assez rapidement. Mais pour autant, c'est maintenant que ça devient intéressant, c'est dans la puissance des rebonds, et on voit les rebonds sont stoppés très nettement. Celui de vendredi, on l'a stoppé très rapidement, et ça pour moi c'est plutôt de la faiblesse. Quand on sait ce que pèse Apple dans un indice comme le Nasdaq, bon, ça va être compliqué. Et c'est là où il faut re-rentrer dans l'illusion des indices, c'est qu'on sent que sur les indices, voilà, on a presque envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand on regarde individuellement certaines actions, il y en a qui sont de très belles tendances. L'énergie encore, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a d'autres titres qui étaient au ras des pâquerettes, qui commencent éventuellement à se retourner. Bref, il y a des configs qui peuvent, au cas par cas, qui sont quand même intéressantes à trader. Et quand on regarde les indices, c'est pas jojo. Mais après, voilà, est-ce que c'est une nouvelle illusion des indices inverse, c'est-à-dire que le luxe, la tech avec Apple et compagnie, après avoir supporté justement les indices pendant ce Covid et post-Covid, alors que tout le reste se cassait la figure, est-ce que maintenant ça va être l'inverse, c'est-à-dire quelque part les généraux, vous savez, c'est toujours pareil, en bourse,
C'est en gros, vous avez les actions de moins bonne qualité et ce sont les premières à se faire défoncer. Et ensuite, on attaque les généraux. Donc là, pour moi, c'est pas pour dire que les actions de mauvaise qualité vont monter, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la spécu et des volumes qui se font sur ces valeurs un petit peu de moindre qualité ou qui sont dans des configurations un peu plus olé olé, mais en fait, où on voit que ça joue essentiellement les deltas et du trading, hein, et les valeurs de plus forte qualité, on voit qu'on commence un petit peu à tirer la langue. Donc, il ne faudrait pas, en plus que tout ce qui est tracker et compagnie, tout ce qui est flux, commence un petit peu à se retirer de peur de la récession du truc du machin, parce que ça impacterait ces généraux, les plus grosses pondérations, et donc les indices auraient encore plus une mauvaise tronche. Ça ne veut pas dire pour autant que quand on creuse, on ne trouve pas des choses intéressantes. Donc c'est là aussi, il va falloir un petit peu se départager, les indices, certes, les regarder, mais faire attention également de ne pas non plus regarder que les indices, et donc du coup se meurtrir, et de ne pas voir quelques configurations qui sont intéressantes quand on fait du cas par cas. En tout cas, pour moi, voilà, je l'avais déjà dit, mais pour moi, on est dans un marché où c'est du trading actif, et c'est du cas par cas, c'est du stock picking, etc., qui, pour moi, continuera de surperformer dans cette zone-là. Au niveau de ArcelorMittal, donc là, c'est toujours la même idée. Pour moi, c'est oh mon Dieu, la récession, puis ok, elle va peut-être pas être si forte, et en fait, petit à petit, si je nettoie mon graphique, en fait, on est en train de construire la figure. C'est-à-dire que le scénario n'a pas changé, c'est ok, on va se taper la récession, mais elle va être forte, elle va pas être forte, on va pas avoir d'électricité ou pas, donc on se retrouve un petit peu, vous voyez, dans ce type de configuration maintenant. Donc là, on a eu un gros rebond, peut-être qu'on fera ça, puis on va zigzaguer, etc. Donc je veux dire, tant que vous ne recassez pas par le haut, on n'a pas un retour sur ces cycliques-là, donc en mode pas de récession, mais auquel cas les valeurs de croissance trinqueront parce qu'on se dira les banques centrales vont continuer de serrer, etc. Ou alors on commence à se faire peur, on casse par le bas, et là on commence réellement à jouer que à partir de maintenant, on va commencer à taper beaucoup plus, et on va avoir une dégradation de plus en plus accélérée de l'économie. Donc c'est ça qu'on va jouer dans les prochaines semaines, c'est pas le ralentissement, c'est ok, à quelle vitesse on ralentit. Et l'inflation, ok, elle se dégonfle, mais à quelle vitesse? Et donc là, on a toujours quelques semaines où on va se dire inflation durable et compagnie, mais très rapidement, je pense que on va inverser la vapeur et se concentrer uniquement sur la force la force globalement de la débandade. ASM International, on va se retrouver dans les mêmes types de configurations, on a eu un bon boost, on a du retracement, et donc là maintenant c'est ok, quels supports vont tenir? Est-ce qu'on va aller fermer ce gap là, ici, potentiellement? Mais en gros, je veux dire, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent là, c'est que du zigzag du trading actif, à moins de repartir casser ici par le haut, et là on relance la dynamique, pourquoi pas, où on commence à casser par le bas et on commence à construire un petit peu de nouvelles figures en biseau, etc. Mais dans tous les cas, avant d'avoir des tendances haussières voilà, qui se relancent, il y a du boulot maintenant. Et donc pendant il nous faut des chandeliers supplémentaires, et donc la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux être dans le marché, ou il faut toujours être un petit peu dans le marché, ou être très surexposé, en attendant d'avoir la décision qui se travaille devant moi. Donc c'est ça la seule question à vous poser. Atos a fait partie des bons élèves. Ce que l'on voit, c'est depuis quelques jours déjà, on avait une augmentation des volumes. Là, on confirme vendredi avec des bons volumes. Alors lundi également, elle risque de réouvrir peut-être aux alentours des 10-30, mais ça peut être une zone d'accumulation. Ce n'est pas une tendance haussière, bien entendu, c'est une tendance baissière, mais éventuellement avec un retournement. Pour ça, il va falloir jouer fin, c'est-à-dire qu'il va falloir dépasser les 10,80 et a fortiori la zone des 11,30 et compagnie. Est-ce qu'on le fera d'un coup ou pas? J'en sais rien. Il peut y avoir une nouvelle, etc., des rachats de shorts, ce que vous voulez. Peu importe. L'idée, c'est que ça va mieux. En tout cas, on a mis un chandelier et tant qu'on ne repassera pas en dessous des 10 euros, on reste dans ce côté, ça va mieux. Donc, ça fait partie, d'un point de vue trading, des titres qui, on verra lundi comment elle se fait dégommer, mais si on arrive à tenir un support, ça peut être intéressant. Avenir Télécom, ça par contre, c'est Spécu de chez Spécu. Ils vont faire un regroupement, mais pendant la phase où ils font le regroupement, vous avez un mois où vous avez les OCA qui ne sont pas vendables. Donc,
Éventuellement, vous pouvez avoir des gens qui se disent ouais, il n'y a pas d'OCA, donc j'y vais, j'achète, etc. Et ce que l'on voit depuis quelques semaines déjà, c'est que il y a énormément de valeurs justement qui sont de petites valeurs, qui sont de piètre qualité, de petite qualité, qui ont très souvent des OCA, etc., qui sont en train d'exploser sur la bourse de Paris, avec des volumes qui sont ridicules en termes de valeur en euros, mais comme c'est des actions qui sont descendues au ras des pâquerettes, en fait, les carnets d'ordre sont assez creux et vous n'avez pas besoin 10 000, 15 000 euros et vous faites une séance à plus 6, plus 7%. Donc on est sur de la spéculation, on voit sur ces petites valeurs-là. Combien de temps ça durera, j'en sais rien. Alors il faut séparer. Il y en a certaines qui s'en tireront et il y en a d'autres qui évidemment ne méritent pas de survivre. Mais Avenir Télécom, globalement, ça peut être une des spéculations qui pour l'instant n'a pas été jouée. Et potentiellement le fait qu'on a le regroupement, etc., bon, ça peut se jouer. On a eu des volumes, on commence à avoir un petit peu des pics de volume, vendredi aussi. Mais pour vraiment peut-être emballer la machine, il va falloir dépasser, je dirais, les 94-95 centimes d'euros. Et là, on pourra commencer peut-être à le mettre sur la patte. Vous avez même du Haut-Plata, par exemple, qui a une configuration purement graphique, ne parlons pas du fondamental, qui est intéressante. On en a déjà parlé depuis un bon mois, sur l'académie notamment, mais ça continue d'être une config intéressante. Là, c'est un petit peu moins jojo, mais il ne faut jamais dire jamais. Si jamais on a un débordement là, des 95 centimes d'euros, c'est même pas des centimes, c'est des centimes de centimes, ça peut vous donner une spéculation. Bon, ça c'est si vous vous ennuyez globalement, avec taille de position à adapter. Au niveau de BIC, pas grand chose pour moi, c'est un petit peu dans un ventre mou, il va falloir la laisser un petit peu construire. Boiron, c'est toujours positif également, mais on est en consolidation. Casino Guichard, ça se regarde un petit peu comme Carrefour. Peut-être qu'on voit le marché qui redevient un peu plus défensif. Alors il faudra casser ici par le haut et ça pourra commencer à devenir quelque chose. CGG, donc au niveau pétrole, on a des figures également qui peuvent commencer à se construire. On reste un petit peu dans le haut du panier, mais il faudra dépasser les 1 euro vraiment pour se libérer. Ça ressemble à tout ce qui est Arcelor, enfin tout ce qui est cyclique globalement. Le risque évidemment, c'est si on fait ça. Auquel cas, ça voudra dire que le marché a vraiment peur de la récession. Pour l'instant, on vivote, on voit que le marché n'est pas trop sûr, il hésite. Mais globalement, pourquoi? Parce qu'il faut donner du temps à l'économie pour un petit peu nous indiquer vers où le paquebot est en train de tourner. Et un paquebot, vous le savez, ça met du temps à tourner. Claranova, c'est juste du rebond technique. Pour moi, il n'y a toujours rien à se mettre sous la dent là-dessus. DBV également, on est pas mal. Bon, on aura peut-être un rebond comme ça et après il va falloir construire une congestion, ça mettra peut-être du temps aussi à construire. EDF, je sais plus pourquoi je l'ai, mais ça sert plus à rien de l'avoir. Vous avez, hop, j'ai le truc au milieu, je vois pas ce que je fais. Hop, j'ai Eramé. Donc Eramé également, hop, ça décroche plutôt pas mal. On est en train de faire une mèche basse ici, on verra lundi si elle est conservée ou pas, mais peut-être on va revenir tester la zone. Donc globalement, on a une zone là ici entre les 75 et les 77 qui peut être une zone de support pour jouer du rebond technique. Mais avant de jouer un retournement haussier sur ce genre de titre-là, on a cassé la dynamique, ça peut prendre très longtemps, donc ça sert à rien peut-être de bloquer son capital. Donc pour moi, c'est juste du trading. On joue potentiellement le rebond technique, etc., mais pas plus à ce stade. Il y a des très longues figures, on voit sur beaucoup de titres des très larges figures, donc on navigue très volatilement, avec volatilité à l'intérieur, mais on reste dans les figures très larges. Donc il faut s'attendre en gros que on continue de latéraliser dans ce genre de figure. Galapagos également, c'est toujours une figure très large pour moi. Donc tant qu'on ne lâche pas la zone des 48, etc., je reste encore dedans. Mais bon, c'est pas Jojo, et il faudrait revenir au-dessus des 54-55 euros pour se donner un petit peu de l'air. Au niveau de groupe Gorgé, c'est toujours positif, on est sur les plus hauts, cassera pas, mais ça reste plutôt positif. Harmony Gold, on laisse tomber, donc énormément on le voit, donc sur l'or, c'est tributaire du dollar. Si le dollar commence à baisser, oui, ça nous réintéressera un petit peu sur l'or et l'argent, c'est vrai, mais il faut regarder également nos minières, et là, Harmony Gold a fait partie des premières à annoncer que leurs coûts sont en train d'exploser. Et ça va être le cas pour la majorité des minières. Donc, qui dit les coûts qui explosent, marge qui baisse, voire des pertes, etc. Donc, c'est pas Jojo, et on le voit graphiquement parlant, pour moi, il y a
y a plus rien. Alors, il y a peut-être des figures là aussi, mais très larges, vous voyez. Si on commence à dégrossir des figures, à la limite en biseau, alors je ne vais pas forcément bien tracer, mais peu importe. Mais voilà, c'est très très large. Et donc je veux dire, même si à un moment donné vous jouez le support pour jouer le rebond, ok très bien, mais à moyen terme, on peut en regarder d'autres, on peut regarder Eclat Mining également, pour regarder un petit peu aussi des titres qui ont de l'argent, mais on se retrouve à peu près dans les mêmes typologies, c'est qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors certains verront une épaule tête-épaule inversée, mais encore faut-il que ça casse par l'eau et que ça nous fasse un truc comme ça. Alors quels seraient les catalyseurs pour ça? Pour l'instant, je n'en vois pas, mis à part vraiment voilà, un effondrement, un signe noir économique, qui fait qu'on pousse sur les banques centrales en mode panique de redevenir accommodantes, mais style Covid quoi, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc voilà, pour moi, tant qu'on reste sous les résistances, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore, c'est toujours compliqué en termes de timing. Ça se regarde, je pense que ça redeviendra intéressant, mais c'est pas pour tout de suite. Et le groupe, c'est une valeur chinoise, donc je pars du principe que voilà, toutes les valeurs chinoises continuent d'être intéressantes. Alors il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres, surtout celles de la tech globalement. Et il y a Hello Group, donc il y a une config qui est intéressante, les résultats sont passés, ils étaient en baisse, mais le marché les a plutôt bien gobés. Et donc l'idée c'est est-ce qu'on casse pas, pour éventuellement aller chercher là, cette zone de gap. En tout cas, l'hémorragie s'est stoppée. Donc on l'a vu, hémorragie s'est stoppée sur Alibaba, hémorragie stoppée sur Hello Group, hémorragie stoppée sur pas mal comme ça d'actions chinoises. Il y a encore beaucoup de boulot, bien entendu, avant de parler de retournement aussi sur ces valeurs-là. Mais voilà, on est en train de stopper un petit peu les hémorragies, donc pourquoi pas recommencer à s'intéresser un petit peu à ces valeurs chinoises, comme on en avait parlé déjà depuis plusieurs semaines. Mais voilà, il y a peut-être encore du boulot. Le luxe, évidemment, à suivre, notamment pour le CAC 40. Là aussi, je veux dire, vous avez fait plus de 40% de hausse en mode ligne droite. Donc voilà, je veux dire, le fait qu'on rebaisse de 15%, on peut même rebaisser, je veux dire, d'une 20-25%. On ne remettrait pas pour l'instant totalement en cause ce mouvement-là, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge, ça veut dire que le CAC aussi peut faire encore de la marge à la baisse. C'est là aussi où il faut comprendre un petit peu comment est composé l'indice, quelles sont les pondérations de l'indice en son sein, et voir un petit peu si mon indice en effet me donne des signaux vendeurs, est-ce que mes grosses pondérations de l'indice concatènent cette idée-là. Donc là, on est sur un premier niveau support. Est-ce qu'on lâchera ou pas la semaine prochaine? Auquel cas, on voit qu'il y a encore du gras, sans pour autant parler de reprise de la tendance haussière. Au contraire, j'ai plutôt envie de dire que même si on revient ici, donc ça veut dire qu'il y a encore du gras à la baisse et de l'impact sur le CAC 40, on resterait encore dans les clous pour se dire pullback, retracement globalement sur les anciennes résistances cassées qui peuvent servir de support et peut-être tenter de jouer à un moment donné la relance. Mais même chose, je ne pense pas que ça sera de la relance comme ça. C'est des choses qui peuvent demander de la construction et qui petit à petit dans les chandeliers, dans quelques mois, on se dira, bon tiens, voilà, c'était le début de la construction de telle figure. Donc je pense qu'il faut se préparer en fait à un marché qui se cherche, qui va chercher des points bas, qui va faire des rebonds et qui va petit à petit nous construire des figures qui derrière vont commencer à nous intéresser pour des tendances de Q1 2023 quoi, globalement. Au niveau des biotech, pour l'instant, ça part pas pour Inat Pharma, donc on n'est pas loin, etc. Mais pour l'instant, ça part pas, donc il faudra valider la cassure des 2,80, 2,90 là. Au niveau de Jacquet Metal également, on valide le fait que c'est la thématique récession qui reprend le dessus. Donc on voit, on était venu chercher le support ici, on est venu chercher la résistance, et donc en fait, on voit que dans ce yo-yo entre inflation, récession, en fait, ces valeurs cycliques, elles sont en train de construire dans des biseaux descendants. Donc le plus gros risque des biseaux descendants, c'est quand ils cassent par le bas. Parce que quand ils cassent par le bas, c'est en mode, hop, free fall. Et c'est en mode, en gros, on a cassé un truc dans l'économie. Et donc là, les cycliques prendront cher. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. LVMH, c'est même idée un petit peu que Hermès. Donc on a fait un bon boost, on est en train de retracer une partie de la hausse, mais pour l'instant, je veux dire, tant qu'on reste au-dessus des 600, 620, je dirais, on casse pas le schmilblick. Si on commence à passer en dessous de ça, c'est là où ça commence à devenir pas jojo pour la Chine, donc pour le luxe et globalement pour les indices. Morel et Prom, on continue de naviguer un petit peu sur les plus hauts, mais pour l'instant on voit que le marché a du mal, donc
On est également en train de... Et les valeurs pétrolières, globalement, c'était les plus fortes. Donc, même quand le marché apporte de la récession, en fait, les dernières à tomber sont celles où vous avez le plus de flux qui sont rentrés. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur le pétrole, qui est beaucoup plus résiliente que d'autres valeurs cycliques, par exemple, orientées d'autres matières premières. Et là, ce qui va nous intéresser, bon, pour l'instant, c'est les constructions de figures. Est-ce qu'on cassera par le haut plus tard ou est-ce qu'on cassera par le bas? On n'en sait rien, on va laisser faire pour l'instant. Mais c'est clair et net que là aussi, ça va nous servir d'indicateur sur qu'est-ce qu'on joue. Est-ce qu'on joue une récession en mode tranquille ou est-ce qu'on joue un truc bien costaud qui va nous tomber sur le coin de la figure? Et ça, ce sera très dépendant de l'Ukraine également et de la suite. Neoen, donc au niveau des valeurs vertes, ça se tient plutôt bien, mais on voit qu'on est en train de dégrader à court terme. Donc pour l'instant, voilà, il y a différentes façons de voir le graphique. Mais je dirais que tant qu'on est au-dessus, les 37-38 euros, on reste OK positif à moyen terme. À court terme, on laisse un petit peu tomber. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est que si jamais, comme on l'a dit, on commence à toujours resserrer monétairement de manière forte, à avoir une inflation qui reste durable, une économie qui reste OK, qui commence à chanceler, mais qui reste OK, vous avez les taux qui vont continuer de monter, peut-être en mode un petit peu plus expo, et les valeurs vertes qui sont très souvent endettées, ça peut commencer à tiquer sur ces valeurs un peu plus endettées. Donc, sinon, niveau Nokia, niveau télécom, vous voyez, on a de la force. Donc, on a fait le boost, on a fait la conso retracement sur l'ancienne oblique résistance, on s'en sert comme support, on relance. Donc, il va falloir casser l'horizontale dorénavant. Mais voilà, il y a encore des valeurs qui sont belles, qui sont résilientes et qui vous permettent peut-être pas de gagner des 100 et des 1000, mais d'avoir un portefeuille beaucoup plus typé défensif. Orange potentiellement rentrera dans le lot, mais elle est encore en deçà. PayPal, donc ça construit, donc je veux dire, en effet, on se dit, oh mon Dieu, les valeurs de croissance vont se faire défoncer, etc. Bon, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que c'était des grosses tendances baissières. Vous avez eu un mouvement de rebond, vous avez un mouvement de retracement de ce rebond, mais pas de remise en cause de ce rebond à ce stade. À ce stade encore. Donc pour moi, il est trop tôt pour parler de relance de tendance baissière là-dessus, etc. Et pour partir en mode, oh mon Dieu, on va se faire défoncer. Non, pour l'instant, pour moi, c'est quelque chose qui a besoin de consolider. Ça permet de donner le temps à tout ça de concaténer, de congestionner et de nous construire les figures de congestion qui nous serviront peut-être fin d'année, etc. Donc pour l'instant, il faut attendre que le marché trouve un soutien. Il peut très bien lâcher un petit peu comme ça, faire des trucs comme ça. Ensuite, on peut décider très bien de lâcher plus fortement. On verra. C'est à ce moment-là qu'on se dira, bon tiens, ma figure, c'est peut-être pas un triangle ascendant, c'est peut-être plus un biseau descendant, etc. Il nous manque des chandeliers, il nous manque des séances pour se faire un avis beaucoup plus tranché sur ce que le marché veut vraiment. Et ça, il n'y a pas d'autre choix que de patienter et d'attendre séance après séance. Farming Group, je ne refais pas, vous avez une poussée exponentielle, on revient chercher la zone de soutien ici, vous repartez. Bon, on devrait matérialiser à un moment donné un top qui nous permettra de construire une figure, là aussi, un petit truc, mais voilà, les volumes sont énormes. Je n'ai pas suivi l'actualité de ce titre globalement, mais les volumes sont impressionnants. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de conflits qui sont encore propres à ce stade-là. Prosus, pour l'instant, on bute sur la résistance, donc on est en train, pareil, avec tous ces chandeliers-là, petit à petit, de continuer de dégrossir un petit peu notre figure. À court terme, pour moi, on a dégradé, donc il faut rester vigilant. On n'est pas à l'abri de revenir chercher les 55 globalement, sans pour autant remettre en cause la poussée qu'on avait eue au début de l'été sur le titre. Mais après, ça va demander de la construction, de la congestion. Ça va demander du temps. On est en train de rentrer dans des choses qui demandent du temps avant de se décider. Rallye, ça dépendra de Casino, mais ça dépendra surtout, c'est un débordement des 3,30 €, 3,50 € qu'il nous faudra. Renault, ça va un petit peu mieux. On le voit, ça fait partie du secteur auto qui est le plus résilient. On s'est servi d'un support, donc ça vous sert de repère aussi. C'est l'avantage, c'est que si jamais on revient casser ça, bon, mais vous savez que vous sortez, quitte à revenir plus tard. Mais on sort et on laisse le marché décider un petit peu de comment il veut construire les choses, petit à petit, voilà. Au niveau du secteur auto, mais on voit que Renault sort plutôt bien. Rheinmetall, donc ça c'est secteur armement. C'est secteur armement allemand. Alors c'est assez intéressant puisque ce que l'on voit,
c'est que, en gros, depuis que la guerre globalement est passée en mode guerre de position euh, en Ukraine, ben, ça corrige pas mal. Ce que l'on voit si on prend un autre acteur français, Thales, c'est que Thales est en conso également, mais pour l'instant n'est pas en correction. Donc Thales reste encore dans une large figure en triangle ascendant, et pour l'instant elle reste dedans. Limite, on ira tester peut-être le bas, mais on reste dedans. Mais ce que l'on voit sur globalement la majorité des acteurs de l'armement, c'est qu'il y a une désescalade. Alors, est-ce que c'est fait pour durer? Est-ce que non, on va finir par casser par le haut, reconstruire des choses comme ça, et petit à petit, hop, reconstruire une relance haussière? Ça, c'est ça qu'on est en train d'attendre potentiellement, mais là, on voit, on a la désescalade qui a été jouée déjà depuis l'été, donc ce qui a rendu possible également un retour des flux. Et donc ça, je m'en sers globalement comme indicateur. Est-ce que le marché a à nouveau peur de la guerre? Est-ce qu'il pense qu'il y a une nouvelle escalade qui peut arriver, etc. Donc c'est ce qu'on va regarder. Pour l'instant, la réponse est non. Et peut-être qu'on est arrivé sur une première zone de support et il faudra voir comment on va construire dans cette zone-là. Au niveau de Ruby, ça fait partie des valeurs pétrole pour l'instant qui congestionnent bien, donc les résultats vont arriver, donc pourquoi pas une sortie par le haut à la faveur des résultats. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à se mettre sous la dent. Au niveau de Sanofi, on a cassé le schmilblick déjà depuis un petit moment. Pour moi, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part du rebond technique à ce stade-là, ça risque de prendre un petit peu de temps. Sartorius, on avait bien rebondi également, on est revenu chercher la résistance, on se cherche. Donc il faut laisser là, ça peut faire du rebond, puis on peut finir par casser par le bas et faire des petits trucs comme ça. Il faut s'attendre à ce que, en gros, on ait des constructions de figures, mais qui se fassent à l'intérieur de la figure. Ça peut être encore sinueux, c'est ce qui peut rendre très compliqué le marché, parce qu'on peut se retrouver avec pas mal de zigzags. Schneider Electric, pareil, on avait eu le rebond, et puis là, vous voyez, on retraverse tout comme dans du beurre. Bon, il y a une problématique électrique. Le rebond, là, potentiellement, il va tourner court, mais on va peut-être pouvoir en générer un autre, ou alors on va casser par le bas et revenir sur les plus bas. Mais toujours est-il que, voilà, sous, en gros, cette zone des 125, c'est compliqué. C'est compliqué d'être positif, quoi, autre pour que du rebond technique. Donc il nous manque là aussi des chandeliers pour pouvoir se forger une idée, se forger une figure, ce genre de choses-là, mais pour l'instant, on a cassé un petit peu la dynamique. Société Générale, donc avec la hausse des taux, on a vu un certain retour sur les valeurs bancaires, donc il ne faudra pas décevoir. Là aussi, l'idée, c'est qu'il y a peut-être encore un petit peu de marge, mais bon, on va peut-être certainement revenir chercher une zone de soutien qu'il faudra potentiellement tenir, et il ne faudra pas que la BCE déçoive. Et éventuellement, si on arrive à casser cet oblique-là, on peut avoir un soutien des bancaires sur le CAC 40, ça serait pas de refus. Mais sinon, globalement, on va très certainement buter sur cette zone et on va rester encore dans cette figure de congestion qui se construit là. Solution 30, pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent, si ce n'est peut-être qu'on arrive un petit peu sur une zone basse, mais il faudra un rebond, il faudra derrière le consolider, le construire, bref. Il ne faut pas penser qu'il y a des retournements qui se font du jour au lendemain comme ça. Sauf si news bien entendu. Mais Stellantis également, on retrace à ce stade-là. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est-à-dire que oui, la baisse fait mal, etc. Mais globalement, il faut voir un petit peu d'où on vient. On a gagné quasiment 4 euros en ligne droite, on en repère 2 pour l'instant. Bon, on est en train d'aller certainement refermer ce gap ici. C'est pas des figures très intéressantes, très limpides, etc. Mais pour l'instant, je veux dire, pour moi, je considère qu'on n'a pas cassé encore la dynamique. Donc je me refuse encore à être baissier, parce que on a encore de quoi sauver le soldat support sur pas mal de valeurs, et sur les indices aussi. Et c'est là qu'on pourra vraiment juger de la force des acheteurs. Thales, on l'a vu, Total Energy également baisse un petit peu comme tout le monde. On a fait le rebond vendredi un petit peu comme tout le monde, mais voilà, si on lâche cette zone-là, on va peut-être revenir travailler cette zone. Bref, on a un besoin là aussi de construction et petit à petit de décontournement de nos figures. Ubisoft est comme l'ensemble du secteur jeux vidéo. Vous avez Dotnod, vous avez également Focus Entertainment. Il y a Nacon aussi, mais qui est un peu plus en dedans. Bref, il y a pas mal de valeurs, Guillemot et compagnie. Mais si on regarde Ubisoft, on voit qu'il y a quand même un retournement qui est en train éventuellement de s'acter, qui devra demander un débordement de cette zone des 46-47 euros encore. Mais pourquoi pas?
là aussi, on est sur des configurations, malgré le marché, qui reste quand même propre à ce stade-là. Vallourec, c'est même chose que CGG, on a fait des bons rebonds, on a fait une bonne construction en mode rebond, etc., qu'on casse par le haut. C'est jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on va d'abord jouer à se faire peur sur la récession d'abord un petit coup et on va construire? Moi, je pense que voilà, on a une période de zigzag qui est devant nous et qui va permettre de créer la congestion. Et après, on sort par le haut, on sort par le bas. Et c'est ça qui nous créera, si vous avez beaucoup de valeurs pétrole qui commencent à sortir par le haut de leur congestion, ben, on rejoue évidemment les tensions et on rejoue l'inflation et ce genre de choses-là. Donc Visiomed, c'est en train petit à petit de constituer son point haut pour l'instant et donc avec le zigzag de constituer la prochaine figure. Donc il faut patienter, d'avoir la figure et ensuite on verra si on la casse par le haut pour avoir du grain à moudre. Worldline également, c'est toujours une tendance baissière mais qui a du mieux, donc depuis les résultats. On a la poussée, la conso qui se fait ici, on trouve le support ici, donc en gros, tant qu'on ne recasse pas ce support-là par le bas, on reste sur un avis qui est plutôt positif, et donc là, une phase de construction intermédiaire qui est en train de se mettre en place là, et la cassure des 45 euros qui peut libérer éventuellement un potentiel supplémentaire dans la zone des 50 euros. Donc voilà, valeur en retournement, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. Alors évidemment, je ne peux pas suivre toutes les valeurs, j'en suis déjà pas mal, hein. Et voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas voilà, à liker la vidéo, à la partager également sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, j'essaye d'être le plus objectif possible en fonction de mes positions, etc. Bien entendu, c'est mon sentiment de marché. Pour moi, c'est donc un marché où j'ai plus envie d'être attentiste. Il me manque encore des chandeliers pour avoir un avis. Ce que je vais trouver très intéressant maintenant, c'est après avoir trouvé des acheteurs et avoir fait un rebond vendredi matin, en tout cas vendredi jusqu'à à peu près fin d'après-midi, vers 17h30, 18h, ça a commencé à chanceler. Maintenant, c'est le fait que le marché nous renvoie dans nos cordes et nous renvoie sur les supports, et c'est là. Est-ce que les acheteurs sont assez forts pour tenir une nouvelle fois, ou est-ce qu'ils lâchent tout de suite? C'est ça le plus important pour moi pour le début de semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos, de cliquer sur une vignette qui va s'afficher à l'écran pour regarder une autre vidéo où je rentre un peu plus dans les détails, peut-être d'éléments fonda, etc. Quant à moi, je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour voir un petit peu avec quelle sauce on sera grignoté de bon matin. Et merci d'être fidèle, de regarder ces émissions jusqu'au bout. Et on se retrouve lundi. Salut les graphes.